Bienvenue au club. La suite, le magazine du livre de France Culture. Après le Renaudot et le Goncourt jeudi dernier, auquel nous avons consacré 2 émissions que je vous invite à réécouter, la semaine des Grands Prix littéraires se poursuit avec le Médicis attendu aujourd'hui. Hier, le prix Femina a récompensé l'écrivaine et artiste Claudie Hunsinger pour Un chien imbattable chez Grasset. Catégorie roman étranger, c'est la Britannique Rachel Cusk qui a été primée pour son roman La Dépendance chez Gallimard. Et côté essai, Annette Vivorca pour Tombeau, autobiographie de ma famille qui a paru au Seuil. Nous l'avions reçu en dialogue avec l'historien Jean-Noël Jeannonnet. Au sommaire de notre club de lecture ce midi, les Américains votent aujourd'hui pour des élections législatives, un scrutin de mi-mandat, des midterms comme on dit, qui donneront une majorité à l'actuel président démocrate Joe Biden ou marqueront le retour dans la course des républicains derrière Donald Trump au choix des électeurs. Au sommaire avec vous, Sébastien Thème. Eh bien, grâce à la librairie américaine Brentanos, on découvre quelques livres pour comprendre l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui. Et puis une success story comme les Américains les adorent, celle d'Anna Wintour, papesse de la mode, rédactrice en chef de Vogue depuis 1985. Une girl boss racontée dans une biographie publiée chez Flammarion, titrée sobrement Anna. Anna, nous avons passé commande aussi sobrement, une commande très claire à nos 2 invités. On leur a demandé de puiser dans leur bibliothèque, dans la littérature contemporaine, des livres pour comprendre l'Amérique d'aujourd'hui, ses fractures mais aussi ses espoirs. Avec nous le traducteur Nicolas Richard, auteur de Par instant, le sol penche bizarrement, carnet d'un traducteur paru l'an passé chez Robert Laffont. Et donc traducteur, passeur de l'anglais au français de beaucoup d'auteurs, dont Richard Powers, dont Hunter Thompson, dont Nick Cave, Patti Smith, Bruce Springsteen, Woody Allen. Il y a aussi des cinéastes, des chanteurs. Vous êtes aussi le co-traducteur des mémoires de Barack Obama pour Fayard, Une terre promise, sorti il y a 2 ans, un best-seller en France. Bonjour à vous, Nicolas Richard. Bonjour Olivia. Bonjour. À vos côtés, Francis Geffard. Il est libraire, il est éditeur chez Albin Michel, où il dirige la collection Terre d'Amérique, passionné de littérature américaine, fondateur du festival America, qui vient de se tenir à Vincennes. Et c'est aussi, encore aujourd'hui, qu'il va remettre le Grand Prix de littérature américaine qu'il a cofondé. Bonjour Francis Geffard. Bonjour. Bonjour Olivia. Et le lauréat est, je vous laisse l'annoncer peut-être, puisque ça va être, vous avez tout juste délibéré avec votre jury de libraires, composé principalement. Libraire, journaliste et éditeur. Voilà. Et le lauréat est Anthony Doerr. Anthony Doerr, qui est un écrivain né en 1973, qui s'est fait connaître à travers le monde avec toute la lumière que nous ne pouvons voir, qui a obtenu le prix Pulitzer en 2015 et qui là a donné un livre, celui qu'on vient de primer, La Cité des nuages et des oiseaux, qui est un livre d'une ambition folle, qui embrasse la relation que les humains ont avec la littérature et avec le livre. Et là, c'est le lecteur qui parle ou c'est l'éditeur? Parce que le lecteur. Vous êtes directeur de collection chez Albin Michel et il ne nous aura pas échappé que le livre paraît dans votre maison d'édition. Absolument, même si les règlements du prix font que les éditeurs n'ont pas le droit de soumettre des livres dont ils sont à l'origine. Donc c'est un peu, en dépit de mon plein gré, comme on dit. Mais quand même heureux. Bien entendu, c'est un immense écrivain. Donc pour l'instant, sur la couverture de ce livre, il y a écrit chef-d'œuvre, et dans quelques instants, dans quelques heures, dans quelques jours, il sera écrit Grand Prix de la littérature américaine pour ce livre qui nous parle de l'Amérique d'aujourd'hui. Qui parle un peu de l'Amérique d'aujourd'hui pour la partie contemporaine, puisque l'un des personnages qui vit vraiment dans l'Amérique profonde est en proie à l'homophobie, ou pour la partie très contemporaine, un jeune garçon un peu sensible va se laisser manipuler par des complotistes et en venir à vouloir commettre un attentat dans une bibliothèque pour lutter contre l'arrivée d'un projet immobilier. Je dirais que oui, ça parle de l'Amérique d'aujourd'hui et ça parle aussi, je dirais, de l'humanité, de ce besoin qu'ont les hommes et les femmes depuis la nuit des temps, eh bien, de créer des histoires, de raconter des histoires et d'entendre des histoires. Voilà, on part de la Constantinople du XVe siècle jusqu'à l'Amérique de nos jours, avec ce roman donc qui vient d'être consacré Grand Prix de la littérature américaine d'Anthony
d'or en français. Merci, on y revient Francis Geffard avec vos choix de lecture parce que comme je le disais, vous avez puisé dans vos bibliothèques pour nous trouver quelques pépites qui nous racontent l'Amérique telle qu'elle est aujourd'hui. Et on commence avec vous, Sébastien Thème, et cette question qui a été posée aux auditrices et aux auditeurs du Book Club, quelle est la définition d'un roman américain ? Oui, et on a plein de réponses, notamment celle de Swazik du Balbec Book Club, qui nous donne sa définition. D'abord, un art de la narration, une manière de mettre l'histoire au cœur de la littérature, le fond au service de la forme. Lizzie nous dit, elle, que c'est une façon, une manière de sortir du nombrilisme européen, de donner voix à tous et de manière souvent très objective. Valérie Aoun nous dit, elle, que le roman américain, c'est un grand voyage, un récit de trajectoires qui convergent autant qu'elles divergent. Enfin, la malicieuse Cécile Trebout nous rappelle qu'il suffit d'entrer dans une librairie pour traverser l'océan et lire autre chose que le 150e passage à l'âge adulte d'un Français bourgeois présenté inévitablement comme le roman de sa génération. Le roman américain, c'est un roman qui embrasse tout un pays, toutes les histoires. Nicolas Richard ? Moi, je suis absolument pas d'accord avec les deux définitions que je viens d'entendre, parce que ce serait méconnaître la littérature européenne. Et peut-être qu'elle évoquait la littérature française. Oui, mais pour moi, c'est pareil. Non, j'aurais bien du mal de mon côté à essayer de définir le roman américain, si ce n'est en forme de clin d'œil à faire référence au roman peut-être le plus raté de Philip Roth, qui s'appelle The Great American Novel, le grand roman américain. Quelle histoire, titre, ouais. mais finalement, ça dit quelque chose d'intéressant. C'est l'histoire d'une équipe de baseball de bras cassés. Donc c'est un roman écrit presque exclusivement pour des grands fans de baseball, donc ça exclut beaucoup d'Européens, voire la totalité. Et voilà, c'est en forme de clin d'œil au fantasme, en fait. Le grand roman américain, c'est un fantasme peut-être français en fait. Mais quand on traîne un peu dans les librairies américaines, on se rend compte que c'est très compartimenté, qu'entre le roman policier, le roman d'aventure, le roman nature, etc., on n'a pas un roman américain. Non, mais ce qu'on comprend peut-être là-dedans, c'est l'envie de fiction, la question de la fiction peut-être qui est souvent un peu éloignée de la littérature française, quoi. On est plutôt soit dans l'autofiction, mais il n'y a pas de... Récemment, il n'y a pas eu de grands romans, de grands romans inventés, de grandes fictions. Pas d'accord. Ouais. Non, je pense à Histoire de la nuit, par exemple. C'est un grand roman français. Non, je pense qu'il y a plein de grands romans. Vraiment, pour moi, c'est pas un... J'espère que Francis va me contredire, ça va être intéressant, mais... Je suis pas sûr qu'il y ait une spécificité américaine, au-delà du cliché de la chemise de bûcheron, de la canne à pêche et de la Winchester, mais au-delà de ce cliché, je pense c'est une facilité, c'est bien pratique pour classer les livres, et pourquoi pas, si ça nous fait lire des bons livres, ça marche, très bien. Mais non, vraiment, je pense que c'est pas un concept opératoire, comme on dit. Vous êtes sûrement tous les deux d'accord sur le fait qu'il n'y a pas un roman américain, peut-être, mais des romans américains ou des littératures américaines. Francis Geffard, vous l'avez dit une fois, l'écrivain américain est à la périphérie de la société, alors qu'en France, il est généralement plus intégré à la société. Ce qui ramène peut-être à ce commentaire de Lizzie, cette auditrice qui parle du nombrilisme européen. C'est une histoire de positionnement pour vous. Est-ce qu'on peut commencer à essayer de qualifier la particularité, la singularité du roman américain par le positionnement de leurs auteurs ? Alors pour moi, c'est une littérature qui occupe une place très à part. Je serais tenté de dire que la littérature américaine, c'est la seule littérature au monde, avec peut-être quelques littératures en Amérique du Sud ou en Australie ou en Nouvelle-Zélande, qui soit finalement l'héritière de toutes les traditions que les Américains, qui pour la grande majorité viennent de partout sauf d'Amérique, ont apporté avec eux. Je dirais que pour moi, c'est la seule tentative d'une littérature qui soit vraiment universaliste. Et j'en veux pour preuve que ce qui caractérise la littérature américaine encore aujourd'hui, c'est que n'importe qui venant de n'importe où, à partir du moment où c'est quelqu'un qui a des prédispositions pour l'écriture et qui fait usage de la langue anglaise, peut devenir un écrivain américain. Et on a aujourd'hui, et c'est un fait assez récent dans la littérature américaine, je dirais depuis le début des années
années 2000, quantité d'auteurs américains qui sont nés dans d'autres endroits du monde qui n'ont absolument rien à voir avec l'Amérique. Et je crois que cette littérature américaine, finalement, elle est riche de tous les récits, de toutes les traditions, de toutes les histoires, de tous les mythes qu'ont apporté avec eux les Scandinaves, les Italiens, les gens du Moyen-Orient, les Asiatiques, les Africains, parfois contre leur volonté, et bien entendu celle de ceux qui étaient là avant que tout le monde n'arrive, à savoir les peuples autochtones. Et c'est vrai que cette littérature influencée par le reste du monde, eh bien, elle se projette dans un endroit nouveau, dans un cadre neuf, et son énergie vient certainement de là. On vous a demandé aujourd'hui de choisir des romans qui nous parlent de l'Amérique d'aujourd'hui, pas forcément de la politique au sens électoral ou électoraliste du terme, mais en tout cas des fractures qui se jouent aussi et qu'on retrouve, qu'on va probablement retrouver dans les urnes et dans le choix des électeurs citoyens américains. La fiction américaine, Francis Geffard, dites-vous souvent, elle est assez peu politique, ou elle était assez peu politique, parce qu'il s'est passé quand même des choses ces dernières années, dans le sillon de Black Lives Matter, dans le sillon aussi de l'élection de Donald Trump. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment aussi, Nicolas Richard, que les derniers romans parus sont peut-être plus imprégnés qu'ils ne l'étaient auparavant par les questions politiques? J'ai l'impression qu'au moins dès les années 50, il y a des auteurs qui travaillent sur la politique, même dès les années 60. Bon, il y avait une littérature de combat, ouais. Dès les années 70, je pense aux travaux de Hunter Thompson, qui est journaliste, mais aussi qui fait... Même si je pense qu'il aurait récusé la notion de fiction, mais enfin bon, il a quand même écrit ce qui ressemble à des romans, d'une certaine manière. Il a toujours été très préoccupé par la politique, au point que Hunter Thompson, il s'est investi, il est allé jusqu'à essayer de mobiliser le Parti démocrate. Donc je ne suis pas sûr... je me souviens dans les années 80 de ses chroniques anti-Reagan qui étaient assez éclairantes, parce qu'il montrait l'influence de la pensée religieuse et de la Bible en particulier sur la politique américaine. Donc j'ai l'impression, moi je vois plutôt une continuité, mais je ne suis peut-être pas mieux le placé, ma capacité de lecture est quand même limitée. Francis Geffard. Moi, je serais tenté de dire que la littérature la plus politique qui ait été publiée aux États-Unis, on va dire depuis les années 60, c'est la littérature de tous ceux qui n'avaient pas le droit à la parole auparavant. Parce que pour moi, un livre politique n'est pas forcément un livre qui traite de la politique, mais qui est un livre qui remet en cause le discours officiel. Et on est bien forcé d'admettre que pendant très longtemps, l'Amérique a été une fiction créée de toutes pièces par ceux qui étaient au pouvoir et qui représentaient des Américains anglo-saxons, protestants, blancs, le plus souvent. Et donc, pour moi, l'acte de naissance de toutes les littératures en provenance des marges de la société américaine et principalement des minorités raciales sont une littérature extrêmement politique parce qu'elle remet en cause le discours établi. Et tous les auteurs afro-américains, amérindiens, hispaniques, asiatiques, qui sont venus ces dernières années donner une profondeur de champ à la littérature américaine, pour moi, ont fait œuvre de salut sur le plan littéraire, tant sur le plan des thèmes que sur le plan politique, justement. Alors, c'est ce qu'on évoquait un peu avec François Bunel dans la première partie de l'émission, et Jim Harrison, l'écrivain aussi qui s'était implanté, installé, et sa plume était trempée dans les réserves amérindiennes, dans les récits qu'il a pu faire, et notamment avec son roman d'Alva. Mais on va y revenir aussi avec les choix d'une libraire que vous avez rencontrée, Sébastien Thème. Si vous êtes d'ailleurs parisien, chers auditeurs, ou passé par Paris, que vous cherchez des livres américains en anglais, vous pouvez vous rendre dans la librairie que Sébastien va vous indiquer, dans le 2e arrondissement de la capitale, une librairie franco-américaine. Tout à fait, c'est Brentanos, fondée en 1895, une des plus anciennes librairies anglophones de la capitale. Son histoire commence à New York en 1853, avec Auguste Brentano, un immigré autrichien qui ouvre un kiosque à journaux qu'il va, au fil des années, enrichir de journaux britanniques introuvables sur le sol américain. C'est son neveu Arthur Brentano qui viendra ouvrir une succursale ici, à Paris. Plus de 120 ans après sa fondation, Brentanos reste une référence ici. Sa libraire Oran Bosom nous donne justement quelques livres pour comprendre entre autres l'Amérique d'hier, donc d'aujourd'hui.
Je pense en premier aux slave narratives, ou les récits d'esclaves, un pivot de la littérature américaine. C'est à mon sens l'un des genres littéraires américains les plus puissants et les plus parlants. On ne peut pas oublier sur le sang de qui cet empire états-unien a été bâti. Et la pierre angulaire, selon moi, c'est l'œuvre de Harriet Jacobs, publiée en 1861 et intitulée « Incident dans la vie d'une jeune esclave ». C'est un phare dans la nuit, la grâce et la pureté de ces victimes de l'esclavage, ces victimes de la ségrégation, ces esprits résilients qui ont vécu le pire et qui tout de même en sortent grandis, c'est inégalable. Malheureusement, Harriet Jacobs n'est pas encore traduite en français, mais pour assouvir votre curiosité, il y a toujours les versions masculines avec Frederick Douglass ou Solomon Northup. Ce sont des ouvrages qui prennent toujours aux tripes et qui laissent toute fiction s'oublier car la réalité la dépasse et de loin. En ce qui concerne le contemporain, il s'agit étrangement de revenir encore plus en arrière. Je voudrais vous conseiller Madeline Miller. Le Chant d'Achille, sorti en 2011, et Circé, publié en 2018, réexplorent les histoires de la mythologie grecque à la sauce XXIe siècle. Et elle nous rappelle en fait pourquoi ces mythes, ces histoires vieilles comme Hérode, sont en fait sauvagement intemporelles. C'est féministe, sans que ce soit le sujet, c'est bourré de références qui nous font réviser nos classiques, et ça se boit comme du petit lait. Ces 2 livres ont d'ailleurs pris le réseau social TikTok d'assaut au sein du hashtag BookTok, et font partie des meilleures ventes de toute librairie anglophone, dont la mienne. Avec Madeline Miller, on se repaît de récits classiques anoblis par un point de vue de femme, de professeur et de dramaturge. On rêve, mais on accepte la morale de l'histoire, on reprend du poil de la bête et on affronte les démons d'aujourd'hui. Alors voilà, on vous redonne les titres et les autrices évoquées. Harriet Jacobs, La vie d'une jeune esclave, c'est traduit en français chez Viviane Ami. Et si le sujet vous intéresse, il y a aussi les mémoires d'une autre Harriet, Harriet Tubman. C'est la même période, la même histoire et surtout le même combat. Les mémoires d'Harriet Tubman, elles, sont publiées chez Payot. Harriet Tubman, figure de l'évasion et évidemment de ce fameux Underground Railroad dont on parlera certainement tout à l'heure, Francis Geffard. Et puis plus récemment, comme le disait Oran, Madeline Miller, Circé et Le Chant d'Achille, ça c'est chez Pocket. Est-ce que vous avez d'autres bonnes adresses à Paris ou en France pour retrouver des livres en langue anglaise ou de livres américains? Ah oui, alors moi je propose San Francisco Books qui se trouve dans le 6e arrondissement, rue Monsieur le Prince. C'est des livres d'occasion. Le propriétaire s'appelle Jim Carroll, c'est un grand fan de Pynchon, Thomas Pynchon par parenthèse. Que vous avez traduit aussi. Choses, voilà. Et on trouve plein de choses dans cette librairie que je recommande vivement. Voilà. Puis il y a Shakespeare et compagnie, qui est tout de même un vaisseau emblématique de la littérature anglo-saxonne en France, avec Sylvia Whitman qui a repris la succession de son père, George, qui a accueilli sur son canapé un bon nombre d'auteurs américains contemporains, et puis aussi la librairie Galignani, rue de Rivoli. Voilà, tout ça, c'est pour Paris, mais on n'a pas fait le tour de l'Hexagone, voire au-delà. On aurait pu. Les choix de cette libraire de Brentanos est à l'image, Francis Geffard, de cette littérature nord-américaine que vous défendiez à l'instant. Une diversité de voix pour un mouvement de réveil des consciences. Et ça nous rapproche de votre premier choix, de votre premier conseil de lecture en ce jour d'élection de mi-mandat aux États-Unis. Comment comprendre la société d'aujourd'hui? Vous avez choisi le livre de Colson Whitehead, sorti il y a quelques années, pas très longtemps, Underground Railroad, qui a été d'ailleurs doublement primé, un prix Pulitzer et National Book Award à sa sortie. Et pourquoi je l'ai fait? C'est parce que je suis atterré de voir combien la question raciale prend toute sa force de nouveau dans ces élections de mi-mandat, et on va dire globalement depuis l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche et depuis la dernière campagne présidentielle, on a longtemps pu imaginer que l'Amérique avait abandonné ses vieux démons, et forcé de constater que ça n'est pas le cas. Et pourquoi j'ai choisi Underground Railroad de Colson Whitehead, qui est un livre qui met le racisme, qui est quand même un des fondements de l'Amérique, malheureusement, dans toutes ces équations. L'histoire est celle d'une jeune esclave en fuite qui va, en prenant un train, parce que Colson Whitehead a eu le génie de donner à cet Underground Railroad une matérialité, donc il y a un train qui emmène les esclaves en fuite dans des endroits différents où les attitudes vis-à-vis de la race varient d'un endroit à l'autre. Et pour moi, la question raciale, elle est
le vert dans le fruit américain. Et Colson Whitehead est l'un des rares auteurs afro-américains contemporains qui, avec Toni Morrison, a été finalement démonter les mécanismes de ce qui fait entrave aux relations équilibrées entre des êtres humains. Et il n'est pas le seul, bien évidemment, mais cette démonstration qui est au cœur d'Underground Railroad est assez bluffante. Voilà pour le premier choix de lecture de Francis Geffard. On se tourne vers vous, Nicolas Richard. Je rappelle que vous êtes traducteur, que vous avez aussi signé vos propres carnets de traducteur où vous racontez la pratique de ce métier bizarre, mais jamais ennuyeux, passionnant, le dites-vous, et absolument pas solitaire, puisque vous êtes déjà en compagnie des auteurs que vous traduisez, mais par ailleurs, vous ne cessez de consulter au moment où vous traduisez. Vous avez, pour cette émission, choisi un recueil de poèmes que vous venez de retraduire et qui sort chez Christian Bourgois, qui est sorti le mois dernier en édition bilingue, et c'est celui d'Allen Ginsberg. Oui, Howl d'Allen Ginsberg, qui avait fait l'objet d'une première traduction en français dans les années 1970. Donc là, presque un demi-siècle a passé avant cette retraduction. Alors, la question initiale que vous nous aviez posée... c'est comment peut-il nous parler, ce livre, de l'Amérique d'aujourd'hui ? Donc le paradoxe, effectivement, d'un premier temps, c'est que c'est un livre publié en 1956, qui a été déclamé, un poème en tout cas, Howl, qui a été déclamé pour la première fois en octobre 1955. Mais paradoxalement, donc, il date de 70 ans, et pourtant, je trouve qu'il parle vraiment il donne des éléments absolument clés sur la façon dont l'Amérique est structurée actuellement. Outre le fait que c'est vraiment un plaisir à écouter et à lire, c'était un roman qui proclame, qui a un cri en faveur de l'homosexualité, d'une part, et puis... dans une Amérique très puritaine. Dans une Amérique très puritaine. Des années 50, au moment où il pousse ce cri. Absolument. Donc howl, ça veut dire hurlement. J'allais vous le demander. Ça reste, pour des raisons éditoriales non convaincantes, ça reste howl. Moi, j'aurais été plutôt favorable à le traduire en français, à l'appeler hurle, par exemple, mais peu importe. Non, ce qui est très intéressant en termes littéraires, c'est qu'il fait des choses qui sont à la fois... Ginsberg fait des choses qui sont à la fois inspirées du haïku, de l'ellipse, qui peut, du jeu de catalogue qui peut faire penser à ce que faisait Walt Whitman. Et finalement, c'est très étonnant. Je ne sais pas si je saurais expliquer pourquoi, mais il est encore totalement incandescent, ce poème, quand on le lit aujourd'hui, sans doute parce qu'il recèle encore un mystère qu'il n'est pas facile d'élucider, mais par sa forme déjà, Ginsberg a souhaité écrire de longs vers qui poussent la respiration à ses limites. Et quand on l'écoute, si vous avez la curiosité d'aller l'écouter sur YouTube ou ailleurs, il y a ce sentiment d'essoufflement, presque de douleur, qui dit l'étroitesse de la société américaine dans les années 50. Et vous pensez que la jeunesse d'aujourd'hui pourrait pousser le même cri que celui poussé à ce moment-là par Ginsberg, qui se fait la voix de sa génération, Il y a beaucoup de points communs. À l'époque, c'est la guerre froide. Et là, il semble que depuis quelques mois, le péril nucléaire redevient très clairement d'actualité. Donc ça, c'est un point commun. Ce que Ginsberg appelle Moloch, c'est-à-dire un système d'oppression ou une convergence de forces oppressantes, la façon dont il en parle dans les années 50 me semble encore complètement pertinente aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut l'entendre avec des oreilles d'une jeunesse actuelle. Et par ailleurs, ça lui a coûté cher. Le texte, le livre a été en grande partie censuré et il y aura un procès très médiatisé qui s'ouvrira en 1957 à San Francisco, dont il devra, autour de ce livre, ce livre scandale, rendre compte. Qui va gagner le procès ?
D'abord, c'est la littérature qui va le gagner. Alors, pour la petite histoire, Ginsberg ne sera pas sur place. C'est son éditeur Lawrence Ferlinghetti de la librairie City Lights San Francisco qui va monter au créneau. Et en fait, il va citer Flaubert, il va citer Baudelaire en disant on ne censure pas l'art. Et de fait, s'il faut trouver un vainqueur, contrairement à l'élection présidentielle américaine, c'est beaucoup plus net. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le coup d'envoi de ce qu'on va appeler ensuite la Beat Generation avec William Burroughs et Jack Kerouac et Corso, etc. etc. Donc, mais c'est la bataille des livres, hein, c'est ce que vous dites. C'est un procès presque littéraire qui a ouvert la porte à beaucoup d'auteurs qui n'étaient pas encore publiés à ce moment-là aux États-Unis, dont Henry Miller, bien sûr. On retrouvera aussi Jean Genet ou encore D.H. Lawrence à ce moment-là. Je me retourne vers vous, Francis Geffard, pour votre deuxième choix, qui est Ohio, de Stephen Markley, récompensé par votre jury il y a 2 ans par le Grand Prix de littérature américaine, hein, qui porte ce livre vraiment la plume dans la plaie, un regard qui est très vif et sans concession sur les fractures et la fin de ce fameux rêve américain. Absolument. Je crois que c'est peut-être l'un des livres les plus politiques sur l'Amérique contemporaine que j'ai pu lire. Stephen Markley, il est originaire de l'Ohio, comme son roman pourrait ne pas l'indiquer. Et je dirais que c'est cette Amérique qu'il connaît, l'Amérique des petites villes, et à travers le portrait d'une jeunesse désabusée, marquée par les attentats du 11 septembre, qui sont venus, là, pour le coup, fragiliser les États-Unis, fragiliser le rêve américain et ce sentiment de sécurité et de toute puissance qui était celui de ce pays. Et puis ensuite, découle de cela les guerres en Irak et en Afghanistan, où quand même une grande partie de la jeunesse américaine va prendre part, la crise des subprimes, la crise des opioïdes. C'est vrai que sans tomber dans le manichéisme, ça donne une petite idée finalement, comme c'est le cas pour l'un des personnages du roman, qui va presque céder aux idées des extrêmes droites, de cette confusion et de cet état de choc un peu dans lequel se trouve une grande partie des Américains et plus largement ceux qui vivent entre les deux côtes. Alors vous avez déjà choisi des livres un peu plus anciens, mais vous avez accueilli encore cette année au Festival America pas mal de monde, et notamment sur cette question des peuples autochtones qu'on évoquait tout à l'heure, et des 2 grandes voix de la littérature amérindienne. Elles étaient invitées. Louise Erdrich n'a pas pu se déplacer cette année. En revanche, David Treuer était là au festival. Et ça, c'est peut-être important de le souligner, même s'ils n'ont pas un roman qui est apparu en cette rentrée 2022. Ils font partie de ces voix de la littérature qu'il est aussi important de mettre en avant aujourd'hui, hein, pour comprendre le pays. Absolument. Je crois qu'on ne comprend finalement mieux l'Amérique aujourd'hui qu'en lisant des livres d'auteurs qui la regardent à la périphérie. Et quand on parlait tout à l'heure du procès pour obscénité dont a été victime Allen Ginsberg, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis est terrible. 800 livres ont été interdits par l'État du Texas, 600 interdits par l'État de Floride. Il y a certains auteurs comme Toni Morrison ou Sherman Alexie ou même David Treuer dont les livres ne sont pas accessibles dans les réseaux de lecture publique. On essaie de falsifier les manuels d'histoire. Enfin, je dirais qu'on est quand même rentré dans une période totalement surréaliste qui est un retour dans l'Amérique des années 50, voilà, du macartisme, du populisme et du complotisme. C'est pire que du Orwell, pire que du Philippe Cadic, qui est votre deuxième choix, Nicolas Richard, Les Voix de l'asphalte. Mais je vais me tourner tout de suite vers Sébastien. Vous nous présentez une grande femme illustre en tout cas, très influente, hein, depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Tout à fait, très illustre. Si on connaît pas son nom, on connaît au moins sa silhouette et son allure. Coupe au carré, frange bien droite et grosses lunettes de soleil. Vous allez voir, ça a son importance. Anna Wintour, papesse de la mode et rédactrice en chef de Vogue depuis 1985. En gros, le bon goût incarné dans une femme, une girl boss qui semble souffler un vent de terreur sur le monde de la mode et de la presse depuis plus de 30 ans. Un personnage à part entière, immortalisé dans un livre, un best-seller sorti en 2003 de Lorraine Wassenberger, Le diable s'habille en Prada. Lorraine Wassenberger était donc l'assistante d'Anna Wintour et son livre a été adapté au cinéma en 2006, interprété par Anne Hathaway et Meryl Streep. Qui êtes-vous? Je m'appelle Andy Sachs
J'ai récemment eu mon diplôme à Northwestern University. Et que faites-vous ici? Eh bien, je crois que je pourrais convenir pour ce poste d'assistante. Et je suis à New York pour être journaliste et j'ai envoyé des lettres un peu partout et j'ai enfin reçu un coup de téléphone d'Elias Clark. J'ai rencontré Chérie aux ressources humaines. Bon, c'est ça où travailler à Auto Magazine. Donc vous ne lisez pas Runway? Non. Et avant aujourd'hui, vous n'aviez jamais entendu parler de moi? Non. Et vous n'avez aucun style, aucun sens de la mode? Eh bien, je crois que ça dépend de ce que vous entendez. Non. C'était pas une question. What are you looking at? Voilà un entretien d'embauche Made in USA avec cet extrait du Diable s'habillant Prada. Alors voilà comment on peut décrire Anna Wintour, pas vraiment la chaleur humaine, certains la disent dure, froide, d'autres la disent exigeante. Et oui, il lui a fallu de l'exigence, c'est ce qu'on apprend dans la biographie d'Amy Odell. Anna, publiée chez Flammarion, une reine de la mode née en Angleterre il y a 71 ans. Anna Wintour vient s'installer aux États-Unis pour vivre son destin de self-made woman. Mais Anna Wintour, c'est pas uniquement des colifichets, des caprices de stars et des gros sous, non, c'est aussi une grande influence, et pas que sur le monde de la mode. La politique, c'est aussi son dada à Anna. Après avoir mis en couverture de son magazine la première femme noire, par exemple, d'avoir remplacé les mannequins par des personnalités ou des célébrités, et même par des femmes politiques comme Hillary Clinton, dont Vogue récolte le témoignage après l'affaire Monica Lewinsky au début des années 2000, un compagnonnage qui a duré jusqu'à la candidature de Clinton en 2016 face à Donald Trump, où Vogue et Anna Wintour ont tout fait pour pousser la candidate jusqu'à la Maison-Blanche, malheureusement en vain, puisque c'est Donald Trump qui est élu, et un épisode ahurissant est raconté dans le livre. Le lendemain de la défaite de Clinton, Anna Wintour convoque tous les employés de Vogue à une réunion à 7h du matin pour répondre à une attaque d'un journal qui l'accusait d'être allé trop loin en faveur de Clinton. Anna Wintour, entourée de tous ses collaborateurs, brise l'armure, sa voix se casse et elle leur dit « Si c'est aller trop loin que de soutenir les droits de la communauté LGBTQIA+, le droit des femmes, la carrière professionnelle des femmes, l'égalité pour les immigrants et tous les habitants de ce pays, j'espère qu'il n'y a pas un jour où vous n'alliez trop loin et accrochez-vous. » Certaines de ses assistantes disent même avoir vu des larmes couler derrière ses lunettes de soleil, Olivia. Merci beaucoup, Sébastien Thème, pour cette recommandation de lecture. On va vous en donner encore au moins une autre, Sébastien, déjà pris Landerneau. On vient d'apprendre que le livre d'Emmanuel Bayamaktam est le nouveau prix Médicis 2022. C'est la 13e heure parue chez POL. Ouais, l'histoire d'une adolescente, Farah, qui vit dans une communauté avec ses parents. Elle est féministe, queer, animaliste, là encore, toutes les questions qu'on se posait depuis tout à l'heure. La communauté, c'est quelque chose qui est important chez Emmanuel Bayamaktam. C'était déjà le cas dans son livre précédent, Arcadie, publié chez POL, là aussi en 2018. La communauté, la secte aussi, peut-être parfois. Et Emmanuel Bayamaktam, c'est une vingtaine de textes, bien sûr, publiés chez POL, on le disait, et qu'on peut retrouver également sous un pseudo, Rebecca Liguieri. Et ce n'est pas un Américain qui a obtenu le prix Médicis étranger 2022, c'est un Ukrainien. Et c'est Andrei Kourkov qui vient d'être récompensé du prix Médicis étranger pour son roman Les Abeilles Grises. Andrei Kourkov qui nous rejoindra très bientôt dans ce club, dans Bienvenue au Club. Ce sera le lundi 21 novembre et on aura plaisir à le recevoir. Désolée pour la littérature américaine, mais elle vous a, Francis Geffard, avec ce grand prix donc, que vous venez de nous annoncer aujourd'hui, Grand Prix de la littérature américaine remis à Anthony Doerr, La Cité des nuages et des oiseaux. C'est un roman qui vient de paraître chez Albin Michel. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous conseiller, nous parler de vos lectures américaines en ce jour d'élection à mi-mandat. Et puis nous verrons ce que les urnes nous réservent. Merci à tous les deux. Merci. France Culture, il est 13h25. Et c'est tout de suite le deuxième quadritème de la semaine de Charles Dantzig consacré aux tyrans en littérature. Dans ce deuxième volet du quadritème sur les tyrans en littérature, je vais rendre visite à Shakespeare. Il se connaissait en tyran, n'est-ce pas ? Il en a créé un d'extraordinaire à partir d'un authentique roi anglais, Richard III. Et la première réplique de la pièce portant son nom contient un mot d'autant plus terrible qu'il est euphémistique. Voici l'hiver de notre mécontentement.
L'Iliade, qui commence en grec par le mot colère, est beaucoup moins inquiétant. Achille se met en colère, nous comprenons que c'est un trait de caractère fatigant, mais qui ne met pas l'humanité en danger. Quand un roi dit mécontentement, nous pouvons trembler. L'acteur doit, à mon sens, l'énoncer avec la plus grande douceur. La douceur est effrayante, surtout lorsqu'elle est employée par les maîtres. Elle est le signe qu'ils contiennent leur haine et nous donnent une dernière chance de nous soumettre. Avant cette phrase, Shakespeare a donné une indication de scène. Entre Richard, duc de Gloucester, seul. Seul. Il est enfermé dans la solitude délirante de sa passion du pouvoir. Seul, il anéantit 6 de ses parents qui le précédaient dans l'ordre de succession. Il a un trait fréquent des tyrans, la plainte qui succède à la violence. Richard fait couper la tête à Hastings, puis, devant cette tête, ose dire avec le dernier cynisme « J'ai si chèrement aimé cet homme que je dois pleurer ». Ces gens tuent, puis se plaignent de devoir faire semblant d'être humains, sous peine de ne pas être aimés. « Comment on ne m'aime pas ? Je vais me venger en tuant ». Et voilà le cycle infernal du moi blessant et blessé et blessant. La tyrannie serait-elle le stade suprême du narcissisme ? Il se trouve que Richard est bossu. Shakespeare n'en induit rien. Shakespeare est plus subtil que la psychologie. Son Richard III est un cynique, cela ne fait aucun doute. On s'en rend compte quand il se parle à lui-même. C'est le moment de ses pires horreurs. Par exemple, « Simple et naïve Clarence, je t'aime tellement que je vais bientôt envoyer ton âme aux cieux. » Clarence, c'est son frère. Là encore, j'imagine la douceur assassine avec laquelle il parle. Richard III est évidemment sans honneur. Tant qu'il n'a pas le pouvoir absolu, il accepte tout ce qui peut le servir. Par exemple, et comme c'est frappant, il se laisse injurier, par sa femme, par sa mère. « Que le ver de la conscience ronge éternellement ton âme », lui dit un autre personnage, la reine Marguerite. Richard l'interrompt d'un simple « Marguerite ». Comme ça, sans exclamation, un simple point. La menace est là. Douceur effrayante, je ne le dirai jamais assez. On voit bien dans Richard III comme ceux que l'on appelait les grands peuvent être des tout-petits. Nous ne les appelions grands que parce que nous étions médusés par leur traîne et leur couronne. Les tyrans n'existent pas sans tyrannophore, si vous me permettez ce néologisme. Tyrannophore, celui qui porte le tyran. Richard III finit par être battu lors d'une bataille par Henri Tudor, qui devient le plus calme roi Henri VII, mais nous savons bien qu'il y a toujours, derrière un mur, des assoiffés de servitude, prêts à aider des assoiffés de tyrannie. Merci beaucoup Charles, rendez-vous demain pour votre 3e thé. Merci beaucoup aussi à Bruno Barada, Oriane Delacroix et Laura Dutèche-Pérez qui ont préparé et programmé cette émission. À la réalisation aujourd'hui Thomas Beau avec à la technique Dali Yaha et Étienne Rouche. Et demain dans notre émission. Demain on passe du scénario au livre, à moins que ce soit l'inverse, avec Maria Larrea et Lucas Belvaux et via les réseaux sociaux. Venez échanger sur ces actrices et réalisateurs qui jouent sur les 2 tableaux, Olivia. Et dans la première partie, bienvenue au club, un scénariste, réalisateur, c'est Clovis Cornillac pour son adaptation du livre de Pierre Lemaître, Couleur de l'incendie.